Tout d'abord, déjà qui je suis. Je m'appelle Pierre Solotki, j'ai 55 ans, je suis marié, père de 4 enfants et je suis coach professionnel, donc fondateur du cabinet Azaïa, cabinet qui est spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants, des responsables et des équipes. Mon métier, ce qui me fait vibrer en fait, pourquoi je suis arrivé à ce métier alors qu'à la base, moi je suis docteur vétérinaire, j'ai soigné des animaux pendant quelques temps. Bien tout simplement parce que je me définis comme un révélateur du meilleur de vous-même et de vos équipes. C'est un petit peu le slogan qui me motive. Alors, quand je parle de dirigeants et de responsables, c'est quoi ? Ce sont des gens qui pilotent d'autres personnes et je les aide à progresser sur leur savoir-être, sur leur posture devant leurs clients, devant leurs équipes et également dans leur leadership. C'est quoi le leadership ? C'est un grand mot anglo-saxon. C'est tout simplement comment je fais pour entraîner les autres. Surtout pour entraîner des gens dont je n'ai pas la responsabilité hiérarchique. Au niveau des équipes, je travaille sur la confiance mutuelle. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe travaille mieux ensemble ? Comment faire prendre la mayonnaise et comment avoir finalement une vision commune, un sens commun au travail ? Et enfin, le but pour chaque personne, quand j'interviens, c'est de révéler son potentiel et de libérer sa parole. Très souvent, on n'ose pas dire les choses. Alors, on a vu une démonstration contraire aujourd'hui. Mais d'habitude, on n'ose pas dire les choses, on est blessé, on rentre dans son coin, on commence à grognasser. Et c'est peut-être pas, on verra, la bonne solution. Voilà. Mais peut-être avant d'aller plus loin, ce que je vous propose, parce que c'est la fin de la matinée, on est un peu détendu, il fait beau dehors, je vous propose de vous lever. Donc chaque personne, levez-vous, tournez-vous vers une personne qui est à côté de vous, mettez-vous par binôme finalement, et vous allez répondre à 2 questions simples. Première question, c'est qui je suis ? Et deuxième question, pourquoi je suis là ce matin ? J'aurais pu partir, j'aurais pu aller à la plage, j'aurais pu rentrer chez moi. Pourquoi je suis là ? Voilà. Donc mettez-vous par 2, mettez-vous en binôme, choisissez une personne à côté de vous, en binôme, et pendant 30 secondes chacun, vous échangez sur ces 2 questions. Qui je suis ? Et là, vous mettez ce que vous voulez derrière. Je viens de me présenter là en 45 secondes. Qui je suis et pourquoi je suis là aujourd'hui à cette rencontre. Voilà, et je vous donnerai le top départ. Je vous donnerai un petit top quand il faudra changer de personne. Ah oui, vas-y, dis-moi qui tu es. On change de personne. Moi, tu vois, je suis un acteur bien connu. C'est bon parce que ça marche, oui. Et puis là, ça les met dans une page. Ce qui est bon, c'est qu'on n'a pas eu peur. Tu as vu notre. Tu n'as pas changé. C'est possible. Regarde, pour faire ta réhab, j'ai mangé mauvais salaire. Depuis des années, tu n'as pas changé. On fait ça même pas. Allez-y. Non, on vient de le faire. Moi, je suis ancien président de la SAE. C'est un futur ancien. C'est intéressant parce que le truc, je suis, ça beaucoup d'écriture. Ah ouais, c'est difficile à dire. Que tu dis, je suis président de la SAE, ou que je suis. Lui, c'est un futur ancien, donc on a les mêmes choses. Inspiré, mon cher. Ouais, c'est bien ça. Il y en a qui font du sitting, là, à droite. Oui, il y a des babysitting. J'ai l'œil sur tout, hein. On dirait pas comme ça. Ah bon. Bien. C'est excellent, c'est excellent. Qui que c'est que t'es, toi ? Oh, Yannou, qui que c'est que t'es ? Voilà, on va changer. Donc, s'il y en a un qui parlait, c'est à l'autre de se présenter. Qui je suis et pourquoi je suis là. Je crois qu'ils ont fait les 2. On a tous fait les 2. Vous avez tous fait les 2 ? C'était mal né, Je crois qu'ils ont fait, ouais. Parfait. Dès que vous avez terminé, vous pouvez vous rasseoir. Comme ça me donnera un signe que tout le monde est prêt. Vous voyez que ce n'est pas toujours simple, déjà de parler avec un inconnu ou quelqu'un de connu, dire qui je suis. Qu'est-ce que je mets derrière le qui je suis ? Ce n'est pas facile. Ça fait appel à son identité. Et je vais vous dire aussi maintenant à mon tour, pourquoi est-ce que je suis là ? Finalement, pourquoi est-ce que je traite cette question ? Alors moi, je viens d'une famille où mes parents se disputaient souvent. Et moi, j'étais souvent là comme un médiateur un peu entre les deux. Ça n'empêchera quand même pas mes parents de fêter dans un mois tout juste leurs 66 ans de mariage. Donc vous voyez, ce n'est pas parce qu'on se dispute,
C'est pas parce qu'on a des conflits que c'est forcément une catastrophe. Ça peut, mais ça peut aussi bien marcher, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et lorsque j'ai commencé à travailler en clinique vétérinaire, plus tard aussi en entreprise, j'étais quelqu'un qui fuyait plutôt le conflit. Mais après tout, je me rendais compte que quand je fuyais le conflit, c'était pas bon non plus. C'est pas une solution. Donc vous voyez, je viens de très loin personnellement, et je suis peut-être pas le meilleur dans ces domaines pour vous présenter. Je vais pas vous faire des grandes théories sur les 25 points à éviter pour avoir des relations idylliques, c'est pas du tout ça. Mais je suis là plutôt pour partager mes expériences. C'est pour ça que j'ai invité aussi Olivier, Thierry, pour qu'ils partagent aussi leur expérience. Et puis, ce que je vais échanger avec vous, c'est le fruit de longues années d'apprentissage, finalement, qui sont couplés. Il y a à la fois des éléments théoriques et puis il y a aussi beaucoup de pratiques. Et c'est ce que... Tu préfères que je parle au micro, là ? Oui, c'est peut-être mieux, là. Oui, exact. Oula, oui, c'est mieux, oui. Et voilà, le but, c'est de voir comment on peut partager la pratique et comment on peut partager aussi des éléments théoriques. Faire des allers-retours entre pratique et théorique, c'est ce que vous faites, vous, au quotidien. La chirurgie, ça ne s'apprend pas dans les livres et ça ne s'apprend pas non plus qu'avec la pratique, il faut un peu des deux. Et donc, je vous propose ce matin de quitter un peu ce domaine de prédilection de la chirurgie pour rentrer dans le monde complexe des relations humaines, qui va être abordé, vous allez le voir, de manière très pratique, c'est-à-dire dans votre milieu de tous les jours. Et comme le titre de la présentation l'indique, on va parler de relations. Alors, est-ce qu'il est possible de passer de ce qu'on a vu, des relations un peu d'enfer, et j'imagine que certains d'entre vous vivent ce type de relations, on le verra tout à l'heure, les résultats du sondage, mais aussi comment est-ce qu'on peut passer au paradis et comment serait ce paradis et comment faire pour passer. Finalement, là est tout l'enjeu de ce matin. Alors, c'est moi qui pilote les diapos. Donc voilà, je vais essayer. Alors, ce que je vous propose, on va voir quatre étapes successives. Tout d'abord, quels sont les enjeux, d'où est-ce qu'on part finalement, et notamment, je vais vous parler d'un sondage qu'on a réalisé dans le cadre de ce congrès sur 118 participants, surtout des chirurgiens, mais pas que. On verra un petit peu vos réponses, parce que c'est très instructif. Et puis on verra que l'élément clé, finalement, c'est une affaire toujours de personnalité, de personnes, donc, qui sont uniques, différentes, et de comportements. Et là, plutôt que vous faire un grand déballage théorique, on va voir une série de vidéos qu'on a tournées avec des situations, et on va essayer de comprendre pourquoi ces situations arrivent et comment on peut faire différemment. Puis après, on aura une partie témoignage. Olivier nous parlera un petit peu de quelques éléments que lui a vécu dans son milieu, donc ça ne sera pas du blabla. Et puis, en conclusion, je vous livrerai peut-être quelques pistes de réflexion. Ce n'est pas des recettes miracles, mais des pistes de réflexion. Voilà, c'est ce que je vous propose donc pour ce matin. Et j'aimerais vous lancer un défi à chacun. Ce matin, c'est de repartir de cette salle avec peut-être une piste ou une réflexion sur laquelle vous allez vous dire « là, je vais essayer de faire différemment de ce que je faisais jusqu'à maintenant ». Voilà, j'aimerais vous lancer à chacun ce défi et de prendre quelque chose de cette matinée pour la ramener dans votre milieu. Alors tout d'abord, d'où est-ce qu'on part ? Là, je vais vous montrer deux éléments clés. Premier élément, c'est une grosse enquête de l'Institut Gallup. Gallup, c'est le TNS Sofres américain, qui fait régulièrement dans le monde du travail, donc médical, non médical. Vous voyez, il y a un très très large panel. Ça se fait dans beaucoup de pays, beaucoup aux États-Unis, mais partout ailleurs. Aujourd'hui, on démontre qu'il y a à peu près 1 employé sur 8 qui est vraiment engagé. C'est quoi vraiment engagé ? C'est quand il y a un coup de bourre, quand il y a une difficulté, c'est je vais au-delà, je coopère au-delà de ce que je peux faire, au-delà de ce qu'il y a dans mon contrat. C'est très très peu. Et a fortiori, il y a 2/8, le double de ces personnes qui sont des gens totalement désengagés. Là encore, c'est tout venant. Donc peut-être chez vous, ça se passe super bien, peut-être ça se passe mal, mais en tout cas, c'est sur le tout venant. Vous avez 2 personnes sur 8, c'est-à-dire 25% de la population totalement désengagée. C'est-à-dire ce sont des gens en général qui même vous sabotent le travail, qui minent le travail d'une équipe. D'où l'intérêt de ce sujet. Deuxième élément important, une étude française réalisée par la Ségos, gros institut de formation, qui, parmi les cadres dirigeants, classe les conflits comme la source la plus destructrice au quotidien. Vous voyez le coût d'un conflit en termes de perte de temps de travail. C'est énorme et c'est la préoccupation numéro 1. Pourquoi ? Parce qu'en général, on ne sait pas gérer le conflit. On est un super expert
en chirurgie, en finance, en marketing, en vente, en tout ce que vous voulez. Mais quand il s'agit de gérer les relations humaines, on n'est pas formé. J'ai échangé encore avec certains d'entre vous hier. On vient tous d'une formation plus ou moins scientifique, technique, et on n'est pas formé aux relations humaines. Il faut l'apprendre et c'est parfois douloureux. Voilà un petit peu la situation, les deux éléments que je voulais souligner. Maintenant, venons-en à cette étude à laquelle pas mal d'entre vous avaient répondu. Donc 118 participants. Vous voyez qu'une majorité de chirurgiens bien répartis public-privé, mais il y a des gens de bloc, des IBOD qui ont répondu, des médecins anesthésistes, des cadres infirmiers, même des directeurs. Aujourd'hui, le directeur est partie prenante du microcosme du chirurgien et c'est important de le prendre en compte aussi. Donc voilà le panel très rapidement. Alors quels sont les résultats ? À la question « Comment vous percevez les rapports humains dans votre milieu ?» Vous voyez qu'on a une moyenne qui est, somme toute, au-dessus de la moyenne, entre épouvantable et idyllique, mais ce n'est pas super. C'est une courbe de Gauss un peu tordue. Il y a une majorité à 7. Il y a des gens qui sont très loin à gauche et aussi des gens qui vivent bien les relations humaines. Donc c'est assez réparti. À la question... Ça, c'est une question spontanée. Le top 3, finalement, de ce que vous vivez au bloc opératoire, eh bien, vous voyez les mots qui ressortent. Vous avez à la fois des mots positifs, respect, sérénité, confiance, mais le mot qui ressort le plus, c'est le mot conflit. On ne l'a pas inventé. Ça, c'est en prenant toutes vos réponses, les 118 réponses. Eh bien, on parle de conflit, c'est ce qui est le plus significatif aujourd'hui. Donc, vous voyez que finalement, le sujet du jour, ce n'est pas tout à fait un sujet anodin et on va parler essentiellement aujourd'hui de conflits dans votre milieu de travail. Alors maintenant, si on regarde les réponses, là ce sont des réponses plus orientées. Qu'est-ce que vous ne voulez plus revivre ou qu'est-ce que vous ne voulez plus vivre dans le milieu du travail ? Eh bien, vous voyez, ce qui ressort, c'est pas d'hypocrisie. Hypocrisie, ça vient du grec hypocrites, qui désignait le masque des acteurs de théâtre. Voilà. C'est-à-dire qu'on veut avoir une personne qui est vraie en face de soi, on ne veut pas avoir une espèce de faux sourire avec un couteau planté dans le dos 2 heures plus tard. L'hypocrisie, la reconnaissance, très important aussi. Aujourd'hui, il y a un gros manque de reconnaissance. Je vous rassure, pas que chez vous, mais dans les entreprises, c'est le problème numéro 1. Les gens se plaignent, je me défonce au travail et aujourd'hui, personne ne fait attention à ce que je regarde. Et on verra que c'est un élément important également. Et puis, la notion d'éthique, de dévalorisation, je passe rapidement. Mais retenez ça, hypocrisie et manque de reconnaissance. Maintenant, si on s'intéresse aux facteurs des relations humaines idéales, les 5 premiers, vous voyez qu'on demande du respect, en premier lieu du respect, du professionnalisme, vous êtes dans un milieu très technique, donc il faut être pro, ça c'est clair. Et la notion d'équipe est très importante, c'est ce qui vient juste derrière. Je veux travailler en équipe, je veux avoir une équipe qui puisse me soutenir, qui puisse m'aider. Et ça à tous les niveaux, il n'y a pas que niveau chirurgical. Enfin, votre perception du conflit. Comment vous faites dans les conflits ? Là, c'était des réponses orientées. En résumé, dans les conflits, vous ne vous laissez pas faire. Certains ont une vision positive, essayent d'en tirer du bien. D'autres le vivent mal et souvent fuient le conflit. Vous voyez, donc quand je vous ai dit, moi j'étais dans cette catégorie-là, il y en a pas mal qui s'y retrouvent. Et je vous dis, par expérience, ce n'est pas la bonne solution. Pour ceux qui sont férus un peu d'histoire, c'est Munich 1938, Daladier et Chamberlain face à Hitler. Ils ont voulu fuir le conflit, ils ont voulu arranger les choses. On sait ce que ça a donné. Donc la fuite n'est pas toujours une bonne solution. Et enfin, à la question, est-ce que vous avez pensé à vous faire aider ? Là, c'est partagé. Vous avez 1 personne sur 6 qui a expérimenté une aide qui a été utile. 1 sur 10 qui a expérimenté de l'aide qui ne lui a servi à rien. 1 tiers qui dit qu'il n'a pas besoin d'aide. En gros, 12% qui répondent « j'ai pas eu de conflit ». Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est des œillères ? J'en sais rien. 1 personne sur 10 est vraiment blasée et résignée. Ça fait beaucoup quand même. Des gens qui sont prêts à partir, à tout quitter. Et puis, 1 quart croient qu'il faut se faire aider, mais ils ne sont jamais passés à l'acte. Voilà. Et donc, à la question, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire à votre niveau pour que les choses changent ? Vous voyez encore, les mots qui ressortent, c'est l'écoute, la discussion, la notion de collectif, de médiation, de formation. Et vous avez quand même un gros mot, partir.
Il y a des gens qui disent « moi j'en ai marre, je prends ma retraite, je m'en vais, je veux changer d'établissement, j'en peux plus ». Donc ça existe et peut-être certains pourront témoigner, tout à l'heure on ouvrira à la discussion. Voilà. Et vous voyez, vous avez un rien aussi, c'est-à-dire que les gens se disent « je ne sais pas quoi faire ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on aborde ce sujet. J'espère que ça vous conviendra. Voilà, pensez maintenant à mon petit défi, cette clé pratique à laquelle je vous encourage à réfléchir pendant la communication, après, cette clé qui pourrait être la clé du paradis finalement. Qu'est-ce qui pourrait pour vous ouvrir le paradis? Alors, on a dit, on va passer à la deuxième partie, on a dit que c'est une question de personnalité, c'est une question souvent de comportement qui génère le conflit. Parce que le conflit en lui-même, il démarre souvent de pas grand-chose. Et pourquoi je dis personnalité et comportement? Parce que souvent les gens disent « oui, mais moi je suis fait comme ça, je suis colérique, donc de toute façon je ne peux pas me changer. » Voilà. Donc du coup, j'impose à tout le monde tel que je suis et il n'y a pas de solution. Non. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est oui, vous avez votre personnalité, vous avez le droit de l'avoir, vous avez le droit d'être comme vous êtes, mais il y a aussi une affaire de comportement. Et c'est souvent ça, un comportement inapproprié qui va générer le conflit. Alors en fait, le conflit, c'est quelque chose d'inévitable. Vous reconnaissez ces images, vous voyez de quoi je parle. Tous les jours, il y a des conflits qui sont destructeurs. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Et moi, je pense que les personnalités humaines sont tellement uniques et tellement différentes qu'à un moment donné, il y a des frictions, il y a des tensions. Ça frotte les uns contre les autres, comme des cailloux frottent dans un torrent. Sauf que dans un torrent, au bout d'un moment, à force de frotter, les cailloux sont bien polis, sont bien lisses, ils sont bien jolis. Donc comme le caillou, il peut se polisser, je pense que chacun peut individuellement se polisser. Ça va être un peu l'objet de notre message aujourd'hui. Le conflit est certes inévitable, mais, vous voyez, là, ça c'est pour les férus de montagne, c'est le glacier du Géant, dans le massif du Mont-Blanc. Vous voyez qu'à un moment donné, un beau glacier, une belle langue, va se heurter à des reliefs et va donner ça. Mais le glacier du Géant peut aussi donner des images magnifiques. Donc, même s'il est inévitable, même s'il est destructeur, si on le gère bien, on peut avoir quelque chose de beau qui sort du conflit. On peut progresser. Il suffit de faire attention à 2-3 petites choses, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et puisque le conflit est inévitable, mais qu'il peut être constructif, on va voir un petit peu ce qu'on peut tirer de meilleur de ce conflit. On va essayer de se placer dans cette optique. Et ce qu'on va vous proposer, c'est un certain nombre de vidéos. Alors, on va faire des mises en scène. On a tourné un certain nombre de vidéos. Je vais demander à la régie de lancer la vidéo et vous allez écouter. Attendre comme ça tous les lundis matins, j'en ai marre. Ça fait comme un moment que ça dure, ça fait des mois, c'est toujours la même salade. Ils sont pas capables d'arriver à l'heure et puis nous on attend, le programme après va prendre du retard. C'est insupportable. Moi, je pense qu'ils devraient arriver encore plus en retard, demander des passements d'honoraires encore plus élevés. Avant, à 7h30, c'est commencé. On incisait à 8h, on était bien. Les malades étaient suivis. Et au moins, c'était pas la merde comme c'est aujourd'hui. Tu commences à me plaire. Tu nous fais tous chier. Plus ça va, personne ne veut travailler avec toi. Habituellement, tu es toujours en retard. Regarde un petit peu à quelle heure il est. Et ça va aller, tu vas pas me parler comme ça maintenant. Tu es toujours en retard, donc on s'adapte à ton rythme de travail. Voilà, toute ressemblance avec des personnages ayant existé. Il y a quand même de bons acteurs, là, ne serait que pure coïncidence, c'est ça. Voilà, donc on a affaire ici l'anesthésiste, M. Pala, et le chirurgien, M. Ralbol. Donc une belle discussion. Ça n'arrive jamais, bien évidemment. Mais intéressons-nous, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça. La régie, on peut revenir à mon diaporama, c'est bon? C'est le même, d'accord. Donc j'avance, il suffit que j'avance la diapo. Voilà, ok. Alors, déjà, dans un conflit, il y a toujours ce qu'on appelle un déclencheur. Alors on verra tout à l'heure, il y a des types de déclencheurs. Le déclencheur, c'est quoi? C'est quelque chose qui provoque une irritation chez une personne par rapport au comportement d'une autre. Donc là, en l'occurrence, chez le chirurgien, Monsieur Ralbol, son déclencheur, il est très sensible aux gens qui ne sont pas fiables. Et en face de lui, on a une personne qui est jamais à l'heure.
qui est en retard, donc il n'est pas fiable, on ne peut pas compter sur lui. Et ça l'irrite profondément. C'est ce qu'on appelle un déclencheur. Et ça, c'est très important dans un conflit, quand moi je suis irrité, que je vais monter dans les tours, de me dire, tiens, chez mon interlocuteur, quel est le déclencheur qui fait tilt sur moi? Ici, c'est le non fiable, d'accord? Et retenez donc bien que ce qui pose problème, c'est pas tellement le conflit en lui-même, le sujet, mais c'est le comportement. Hein? C'est-à-dire que chaque acteur va exprimer un certain nombre de comportements. Et dans les comportements, on peut définir des comportements qui sont constructifs, qui vont apaiser, et des comportements destructifs. Là, en l'occurrence, on a un certain nombre de comportements destructeurs de la part des deux acteurs. Quels sont-ils? Eh bien, la dévalorisation. Voilà, tu commences à me... etc. Y aller toujours, y aller jamais, le sarcasme, j'en ai marre, c'est toujours la même salade, c'est insupportable, etc. Donc, dévaloriser l'autre, c'est un facteur profond d'amplification du conflit. Il devrait demander encore des dépassements élevés, c'est-à-dire qu'il parle en présence de la personne en faisant comme s'il n'était pas là, etc., etc. Il y a des généralisations, toujours, jamais. Hein, est-ce que c'est vraiment toujours? Est-ce que c'est vraiment jamais? Est-ce que c'est 2 fois par semaine? Voilà. Donc ces déclencheurs, c'est la dévalorisation d'autrui et la colère. Alors la colère, on peut se mettre en colère parce que ça fait partie du tempérament, mais jusqu'où est-ce que je vais en colère? Et là, en l'occurrence, il y a vraiment une explosion de colère, comme on l'a vu tout à l'heure, et ça, ce sont des comportements destructeurs. Donc notez les codes, c'est des codes rouges dans ce cas particulier. Pierre, c'est une petite colère là, hein. Je peux faire beaucoup mieux. Hein. Oh, mais j'en doute pas, j'en doute pas. On a vu Thierry, là, il s'est lâché, c'est la fin du congrès, donc voilà, petite ou grande colère, on peut se mettre en colère, mais voilà, on reste dans les mots que vous avez cités tout à l'heure, le respect est très important. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir maintenant une deuxième scène à peu près équivalente, et on va voir des réactions peut-être qui sont plus adaptées. On ne va pas occulter le problème, mais on va regarder des réactions plus adaptées. Ah, et donc, c'est quand même un peu embêtant ces histoires de retard, parce que ça nous met un peu dans la difficulté. Le programme avance pas. Bonjour. Bonjour. J'ai un peu de retard, excusez-moi. Oui, Il y avait une de ces embouteillages, et puis j'ai été voir un patient là en arrivant. Ah, t'as été voir un patient en arrivant? Ouais. Bon, Daniel, je pense que je comprends, mais ce qui serait bien, c'est qu'on parle un petit peu de ces histoires de retard, parce que ça déséquilibre pas mal les programmes. Ouais, et on va pas le faire ici, parce qu'on est au père, on se concentre bien Bonjour, sur, je vous ai pas sur dit monsieur, bonjour. là, Bonjour. notre patient, parce que c'est lui qui est le plus important aujourd'hui, et puis on en parle après. D'accord. Hein? Bon, et on va s'occuper de vous. Hein. Voilà, vous inquiétez pas, monsieur. Bon, et Daniel, ça fait du bien de faire une petite pause, c'est sûr, mais je voudrais quand même revenir sur ce matin. Il y a eu un retard, mais on reconnaît que c'est quand même un peu, c'est pas uniquement la première fois que ça arrive. Je trouve que ça fait quand même, c'est souvent, ça crée quand même dans le bloc des problèmes d'organisation, de tension. Non, je te jure, c'est important que tu arrives bien à l'heure parce que moi j'ai besoin de rythme. Et si le programme opératoire il commence comme ça de travers et que j'ai pas ce rythme, ce cadre pour être performant, ça me pose des problèmes, ça me stresse. Le fait d'attendre, je suis pas bien dans mon truc et puis j'ai l'impression que la journée va mal se passer et les opérations se déroulent moins bien. Ouais, tout à fait, mais enfin quand on t'attend parce que tu es en train de rigoler, de discuter avec des gens qui sont pas dans notre bloc, tu fais attendre tout le monde aussi, hein. Ouais, ça a raison, ça peut m'arriver. Le matin, ça arrive de temps en temps, mais je dois bien reconnaître que le midi, si je croise un peu des gens, tout ça, etc., je peux aller mettre du temps et arriver à reprendre la vacation un peu tard l'après-midi. Je suis d'accord pour reconnaître ça aussi. Bon, on est d'accord quand même pour se dire que les torts sont pas 100% d'un côté, 100% de l'autre. Et puis on va essayer de se trouver une façon de faire pour que ça soit quand même un peu mieux. Verbal. Hein? Essayons de rigidifier un peu nos horaires et de nous y tenir, quoi. Bon, je crois qu'on peut y arriver comme ça, on va essayer au moins. Hein, allez, c'est sympa. Vous avez vu le petit geste de l'anesthésiste à un moment donné, il a la main sur la joue, et là c'est pas du tout tourné, hein, c'est ce qu'on appelle un comportement non verbal. Il enlève sa main et du coup il s'ouvre un peu plus, il reprend son genou. Et il y a une bascule qui se crée. Et ça, c'est très inconscient, le non-verbal, mais c'est caractéristique d'un moment donné, quelqu'un qui comprend et qui se dit « Ok, je vais faire le pas et je vais avancer. »
C'est Intéressant. l'anesthésiste le plus sympa de la clinique. Hein. J'aurais pas pu tourner avec tout le monde comme ça. D'accord. Mais bon, ça veut dire qu'il y a des gens où... on est dans un cas d'école, là. Hein. C'est une société savante. Alors, quels sont les comportements constructifs ici qui ont été mis en œuvre? C'est intéressant de regarder ça. Eh bien, au départ, donc, chez le chirurgien, il y a une analyse de la situation. Voilà. Il y a un problème, il y a du retard, mais on prend du recul pour analyser donc ce qui se passe. Deuxième comportement, c'est je ne montre pas ma colère tout de suite, je temporise. Voilà, je prends du recul, je souffle. Temporiser, c'est temps mort. Je me calme, je souffle un bon coup et j'attends, je laisse retomber la pression. Troisième comportement, il y a une création de solution. C'est on est devant un patient, donc on opère le patient, on donne rendez-vous. Écoute, je te propose qu'on se revoie à midi. Créer des solutions, c'est aussi faire avancer les choses. Ça, c'est un comportement constructif. Un autre comportement constructif qui est mis en œuvre, c'est aller vers autrui. C'est sûr que si chacun reste dans son coin en grognassant, eh ben, ça ne va pas avancer les choses. Donc, aller vers autrui, autre comportement constructif, exprimer ses émotions. À un moment donné, c'est normal que vous sentiez la pression monter et que vous disiez, bah voilà, moi je suis en colère, moi ça m'irrite, ça me met en rogne, ça m'insupporte. Ça, c'est exprimer ses émotions. Aujourd'hui, on est un peu dans une société aseptisée. Il n'est pas de bon ton de montrer ses émotions, mais de temps en temps, le fait de les exprimer, ça aide à faire retomber la pression. Et enfin, le rester flexible, c'est-à-dire rester ouvert. Finalement, OK, on va en reparler. Et puis à la fin, bah, effectivement, les torts sont partagés. On va essayer de voir quel est le problème, qui peut faire un pas, etc. Voilà, donc ça, c'est un peu caricatural, mais ça reste quand même des choses qui sont vraies et qui marchent. Hein. Tout à l'heure, Olivier nous en dira 2 mots. Pierre, oui. Là, on peut quand même tempérer selon la gravité de ce que l'on croit comme conflit. Arriver en retard, si tu te mets en colère, tu vas avoir encore plus de retard. Parce que ça va déclencher un truc qui va faire que l'autre va sortir, il reviendra, il faudra se réconcilier, on va avoir plus de retard. Donc ce n'est pas fuir que de ne pas marquer son irritation au retard et d'aller faire autre chose, de taper, je ne sais pas moi, des traitements, des ordonnances, et éventuellement faire un pré-compte rendu et une pré-sortie. Et mettre un nœud sur sa poche là-dessus. Et ça, c'est pas fuir. Et il n'y aura pas de conflit. Alors c'est intéressant, on en reparlera tout à l'heure. Mettre un nœud sur sa poche, c'est effectivement, ça peut solutionner à court terme. Mais l'expérience montre qu'une colère ou une émotion qui n'est pas exprimée a tendance à s'accumuler. Oui, mais il faut graduer ces émotions. Un retard, c'est pas important. C'est pas grave. Si c'est toutes les vacations... C'est clair. Un retard. Quand que tu finisses à 6h du soir ou à 6h30, ce sera pareil. Tu n'iras pas à la plage, donc je finis pas laisse tomber. Tu as tout à fait raison. Il faut attendre la suite. Je vous en parlerai tout à l'heure. Vous verrez l'image de la cocotte minute. Je vous parlerai de la cocotte minute tout à l'heure. On va faire juste un petit peu de théorie pour rebondir là-dessus. Je vais revenir sur ces points-là. Et ce qu'on va vous proposer dans 5 minutes, on va vous remontrer d'autres vidéos et vous allez chercher avec nous. C'est-à-dire qu'on va faire un petit jeu. On va vous demander de regarder des scènes et de détecter éventuellement quels sont les comportements positifs, les comportements négatifs. Hein. On va faire un petit jeu. Je vous l'annonce par avance. On vous a remis des petits cartons avec un lien Internet. Vous pouvez vous connecter à ce lien avec vos téléphones et vous allez pouvoir voter. On va vous proposer des questions. Et vous allez pouvoir voter telle et telle réponse en disant, ben voilà, sur la scène que j'ai vue, je pense que tel comportement destructif a été mis en œuvre, tel comportement constructif. On va regarder vos réponses, hein, et on va regarder un petit peu, on va travailler ensemble. OK ? Donc le petit carton, est-ce que tout le monde a eu ce petit carton avec le code barre ? Il y a soit un code barre à scanner pour aller sur Internet, soit une adresse HTTP à taper. Et donc vous tombez directement par Wi-Fi avec vos téléphones sur le site de réponse qui sera affiché à la suite de chaque vidéo qu'on va vous montrer. Voilà, je vous laisse vous préparer pour ça. Et Jocelyne, tu peux distribuer les cartons pour ceux qui n'en ont pas eu. On va donc faire un petit peu de théorie. Alors, dans un conflit, ce qu'il faut comprendre, hein, sans rentrer dans de très gros détails, c'est qu'il y a une gradation. On passe du vert au rouge. La différence majeure, c'est les émotions qui sont mises en œuvre ou pas. Le premier stade, c'est une divergence.
On a une vision différente des choses, on n'a pas le même point de vue, et ça fait partie de la richesse humaine et de la diversité. D'accord ? C'est-à-dire que le mot retard, pour certains, n'a pas les mêmes valeurs. Pour certains, c'est 15 minutes, c'est bon. Pour d'autres, c'est 1 heure. Pour d'autres, c'est très suisse, on est plutôt à l'heure. Portugais, on est plutôt très lax. Voilà. Et ça fait partie aussi parfois des cultures. Après, on passe au stade de malentendu. C'est-à-dire, on n'arrive pas à communiquer. On est toujours dans le vert. Et puis, on va atteindre le stade du désaccord. Là, on commence à se sentir pas trop bien. Ça commence à monter à l'intérieur. Je me sens un peu irrité. L'autre commence à me gaver. Encore une fois, c'est sur une situation ou, comme disait Thierry, peut-être sur plusieurs situations. Parce que j'imagine qu'au bout du 10e, du 15e, du 30e retard, quelque chose qui était anodin au départ va commencer à prendre de l'importance. Et puis, pour finir, on est au stade de la discorde et de la polarisation. Là, on est en plein dans l'émotionnel. On mélange tout. On ne contrôle plus ses pensées et il y a des choses qui sortent, parfois qui dépassent notre pensée. Voilà, donc sachez qu'en fait, le but, c'est de comprendre ce qui se passe en nous pour ne pas arriver au stade ultime. Parce qu'au stade ultime, c'est encore plus dur à chaque fois de réparer. Alors, je vous parlais tout à l'heure des déclencheurs. Vous voyez, il y a 9 déclencheurs. On va les détailler un peu plus tout à l'heure. Les déclencheurs, ce sont des attitudes chez l'autre qui vont m'irriter. Et on peut être sensible à différents types de déclencheurs. Il y a des outils pour ça, il y a des tests à partir de questionnaires qui permettent de détecter son profil, à quoi est-ce qu'on est sensible plus ou moins, et de contrôler, de travailler tout ça. J'y reviendrai tout à l'heure. On a des comportements. Alors vous avez vu, on avait des comportements destructifs et constructifs, des comportements actifs et passifs. C'est quoi ? Actif, c'est quelque chose qui se voit. Par exemple, quelqu'un qui montre sa colère, on le voit. Par contre, quelqu'un qui cache son ressenti, ça ne se voit pas. C'est à l'intérieur, c'est sous la surface de flottaison de l'iceberg. On y reviendra aussi tout à l'heure. Alors, quels sont les comportements constructifs ? Alors, le premier, c'est temporiser. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le deuxième, rester flexible. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des choses que je ne peux pas changer. Eh bien, j'ai un travail à faire sur moi d'acceptation. Et ce n'est pas facile. Le troisième, analyser la situation. On l'a vu aussi. Aller vers autrui, on a vu, je prends l'initiative. Vous voyez que les 3 premiers, ce sont des comportements qui sont plutôt passifs, qui sont à l'intérieur de moi. Et puis, les 4 autres qu'on va voir, des comportements plus actifs. Donc, je vais vers autrui, je fais le premier pas, ce qu'a fait le chirurgien tout à l'heure, en proposant une réunion future à midi après le programme. Le 5e, exprimer ses émotions. Donc là, encore une fois, on peut les exprimer en disant voilà ce que je ressens. Ton attitude ici me fait ressentir tel type de truc. C'est important que l'autre prenne conscience aussi. Le 6e, c'est l'empathie. L'empathie, on reverra tout à l'heure, c'est se mettre à la place de l'autre, essayer de le comprendre. Et le 7e, créer des solutions, proactivité, poser des questions, essayer de trouver, dans un désaccord, une différence, une divergence, de trouver un point d'appui qui est commun sur lequel on peut construire. Voilà, ça c'est les comportements constructifs. Comportement destructeur, donc tout ça, ça a été étudié par le Center for Conflict Dynamics aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé la question depuis 15 ans. Je m'inspire dans ma pratique quotidienne beaucoup de leurs travaux parce que c'est quelque chose qui a été validé sur plus de 9000 personnes. Les comportements ont été reproduits. C'est quelque chose de très stable et très fiable. Ils ont fait un excellent modèle. Comportement destructeur, c'est éviter autrui. Et ça, c'est je m'isole. Ouais, je commence à grogner, je dis rien, je fais comme si, mais en fait, je m'isole. D'accord ? Le deuxième, c'est céder. Donc ça, c'est Daladier Chamberlain 1938. Pour avoir la paix, je cède, puis je continue à céder jusqu'à ce que j'en puisse plus. Le troisième, cacher son ressenti. C'est pour ceux qui jouent au poker, c'est le poker face des Américains. Je montre absolument rien, j'ai un jeu pourri, mais je fais comme si j'avais un bon jeu. Le quatrième, c'est se critiquer. Ça, c'est un comportement qui est fréquent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retourne contre soi et on commence à dire on se fait du mal, etc. Mais c'est de ma faute, mais je suis comme ça, mes parents m'ont dit que, puis mes amis me disent que, voilà. On se fait tout un film. On verra tout à l'heure, on en a un de comportement dans une des vidéos. Le cinquième, vouloir gagner à tout prix. Ça, c'est la négociation gagnant-perdant. Ça ne marche jamais. Montrer sa colère, on l'a vu. Et dévaloriser autrui, on l'a vu aussi, du sarcasme. Voilà, tout ça, ce sont des comportements qui vont aggraver le conflit, qui vont faire que sur la flèche précédente, on va passer du vert au rouge. Parce que l'autre, il va réagir aussi. C'est une réaction qu'on appelle systémique, c'est-à-dire que chacun interagit l'un avec l'autre. Ce que je dis à quelqu'un va influencer sur ce qu'il va me dire, qui va influencer sur ce que je vais dire, etc. C'est un système circulaire systémique qui fait qu'à un moment donné, le conflit peut s'amplifier ou au contraire se calmer.
Voilà. Et puis, vouloir se venger, avec ou sans passage à l'acte. On verra aussi un exemple tout à l'heure. Enfin, je termine ma petite revue théorique. Les déclencheurs. Donc, qu'est-ce qui peut éventuellement m'irriter ou vous irriter? Alors ça, c'est chaque individu réagit différemment. Qu'est-ce qui peut m'irriter dans le comportement de l'autre? Il y a le non fiable, celui qui dit quelque chose et qui ne le tient pas. Ensuite, il y a le perfectionniste. Le perfectionniste, c'est celui qui cherche la petite bête, qui n'est jamais satisfait. Le troisième, c'est l'insensible. Vous faites ce que vous voulez, vous vous décarcassez pour lui, jamais il réagit. Ça ne lui fait rien, il ne voit pas votre travail. Vous voyez? Donc certains sont très irrités par ça, d'autres non. Ensuite, vous avez le solitaire, c'est celui qui reste dans son coin. On dit souvent, l'eau peut glisser sur lui comme sur les plumes d'un canard. Le micromanager, alors ça c'est assez fréquent, moi je l'ai vu en entreprise, c'est celui qui contrôle tout. Celui qui est toujours derrière votre épaule, t'as bien fait ça, t'as pensé à ça, il vous dit ce qu'il faut faire, etc. Ça c'est, moi ça m'horripile, le micromanager. Mais il y en a d'autres, ils s'en fichent, on est tous différents. Vous avez l'égocentrique, c'est le monsieur je sais tout, on verra encore un autre exemple tout à l'heure. Celui qui est cassant, beaucoup de cynisme aussi. Et puis, vous avez l'indigne de confiance. Alors lui, c'est vraiment le faucheton, le malhonnête, celui qui ment, le manipulateur, qui s'approprie le travail des autres. Vous faites beaucoup de choses et puis c'est lui qui va le prendre pour lui. Et puis le violent, alors verbalement et même physiquement. Ça peut arriver que des gens en passent aux mains. Voilà, donc tout ça, chacun d'entre nous, on a une sensibilité plus ou moins différente dans un ou plusieurs de ces déclencheurs. Voilà, donc vous avez compris comment ça fonctionne. Vous avez des déclencheurs, vous avez des comportements destructifs et vous avez des comportements constructifs. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va passer un certain nombre de vidéos. On va vous passer la deuxième vidéo. Vous avez le chirurgien, donc Monsieur Gelet, et la surveillante de bloc, Madame Passif. Voilà, donc il va y avoir un dialogue avec ces deux acteurs. Et après, je vais vous proposer, dans les listes, je vais vous proposer les 9 déclencheurs. Vous allez pouvoir voter, vous dire, moi je pense que là, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait tel déclencheur. Ou après, vous pourrez voter, j'ai vu tel comportement actif, tel comportement passif. On y va, la régie? Super. Alors, attendez. Voilà. C'est bon. Attends, je vous laisse. C'est inadmissible. Tous les mercredis, c'est pareil. Normalement, j'ai 3 salles, je vous rappelle. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, j'en ai que 2? Voilà, Monsieur Courage, on a eu un problème cette nuit, il y a eu des urgences. On essaye de faire le maximum, on stérilise la salle, mais la salle ne sera pas prête avant 10h. Attendez, moi je veux bien entendre, à chaque fois, il y a toujours des explications comme ça. Il y a eu la stérilisation aussi, ça. C'est tous les mercredis. Moi, normalement, j'ai 3 salles, je vous signale. Je suis d'accord avec vous, mais je ne peux pas dire à Monsieur Pierrard d'arrêter son programme. Il est en train d'opérer. Donc dès que la salle sera libre, je vous appelle. Ça fait 20 ans que je travaille dans cet établissement. C'est moi qui ai le plus gros chiffre d'affaires. Je ramène des patients pour tout le monde. Tout le monde en profite. Et plus personne ne me respecte. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Les 3 salles, c'est le coup à chaque fois. Je commence vraiment à en avoir ras-le-bol. On va dire que c'est lui qui m'a engagé. Merci. Alors, c'est réglé cette 3e salle? Écoutez, moi je peux pas vous donner la salle, elle est pas prête. Écoutez, cette salle, je l'exige. Bon, je vais voir ce que je peux faire, quoi. J'ai demandé à Monsieur Pierrard s'il peut pas décaler. Écoutez, je vous rappelle et puis je vous tiens au courant, Monsieur Courage. Ok, on peut revenir au diaporama principal. Non, attendez, on va mettre les. Il faut que je switch. Non, c'est là-haut. Voilà. Donc ici, on va vous poser la question. À votre avis, quel est chez le chirurgien, quel est le déclencheur finalement qui va entraîner ce conflit? Quel est le comportement du chirurgien qui va déclencher, on va dire, le conflit avec la surveillante? Lequel des 9? Est-ce que vous êtes prêts avec vos téléphones? Non? Qui est-ce qui est connecté, qui peut voter? On déclenche. Ok, on va attendre un peu.
Attends, D'accord. Pour l'instant, c'est le non fiable qui tient la... Est-ce que tout le monde a pu voter? Qui n'a pas pu voter encore? Levez la main. Ça fait rien, c'est parti, c'est fini. C'est fini? Ah bon, c'est un petit coup d'essai. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Alors, non fiable, égocentrique, cassant, insensible. Il y a un petit peu de tout ça. L'un des principaux, je pense, c'est le chirurgien, c'est l'insensible. Il méconnaît le besoin des autres. C'est-à-dire qu'il arrive, alors il est bien sûr, monsieur, je sais tout, j'ai raison, mais il méconnaît le besoin des autres. Il exige ses salles, peu importe la difficulté de la surveillante, peu importe que son confrère opère, il est insensible. Il méconnaît, l'insensible, c'est vraiment celui qui méconnaît le besoin des autres. Mais il y a un petit peu de tout ce que vous avez répondu aussi. Hein. Il est très cassant, il est très cynique. Donc, en fait, là, la personne de bloc, finalement, qui subit tout ça, Madame Passif, elle a aussi à travailler sur elle en disant, finalement, qu'est-ce qui déclenche ça chez moi? Et probablement, on va retrouver tout ça, on va retrouver l'insensibilité. Alors, on peut passer à la deuxième question. Quel est le comportement destructeur qui est manifesté par la personne de bloc, Madame Passif? Quel est le comportement destructeur? Donc là, vous pouvez voter. Vous pouvez commencer à voter, là. Ah non, 2 secondes. C'est bon? Il y a 30 secondes au lancement, voilà. Super. C'est parti. Ce sont surtout des comportements passifs. Hein. Ils sont dans les 3-4 premiers. Je vous aide un peu. Oui, bien sûr. Moi, je connais les réponses. Jocelyne, tu peux nous dire combien de temps dure le vote avant que 45 secondes. 45 secondes, voilà, d'accord. Vous avez 45 secondes. Il reste 3 secondes. Et terminé. Voilà le résultat. Terminé, on va basculer la réponse. Tu essaies de remonter la 4, Yann? Voilà. Parfait. Céder à autrui. C'est celui qui arrive en tête, et c'est ça, c'est exactement ça. Hein. On voit qu'elle cède à autrui un peu à tout prix. Mais il y a aussi un deuxième comportement passif, c'est cacher ses émotions. C'est qu'à un moment donné, elle fait tellement profil bas, c'est tellement violent en face, qu'elle cache ses émotions. Et comme disait Thierry tout à l'heure, ça serait mieux qu'à un moment donné, elle montre le fait qu'elle en prend plein la figure. Ça mettrait quand même un certain équilibre dans la relation. Donc vous voyez, l'histoire de cacher ses émotions et de colère, c'est pas de l'absolu. C'est pas je me mets jamais en colère et je fais le petit enfant bien sage. C'est à un moment donné là, c'est utile de montrer que, écoutez, voilà, moi, vous me parlez avec agressivité et moi j'en prends plein la gueule. C'est important de dire ça. Alors est-ce qu'on peut dire ça à un chirurgien? J'en sais rien. C'est la salle de répondre. Voilà, donc cacher ses émotions, céder à autrui. Et après, il y aura un autre comportement. Je ne sais pas si vous avez entendu à la fin, elle grommelle un petit truc. Elle va peut-être chercher à se venger. Parce qu'elle en a tellement pris les plein à la figure et elle n'a tellement pas réagi qu'après, ça va tourner dans sa tête. Elle va peut-être chercher à se venger. Et ce sera un autre comportement destructeur qui sera probablement actif. Elle va lui faire une crasse, elle va lui faire un truc de programmation. Donc vous voyez qu'un conflit mal géré, même si comme ça, imaginons le chirurgien, il a sa salle, il est content, il va faire son bloc, il l'aura terminé, super. Il pense que tout se passe bien. En fait, il y a du dégât sous-marin qui est créé et peut-être que la surveillante lui fera une peau de banane derrière. Ok, on s'en fait une petite encore? Alors, attendez, voilà. Donc ça, c'est les réponses. Et on va voir maintenant le bon comportement. Avant d'en faire une autre, on va voir le bon comportement. Alors, est-ce que c'est moi qui commande? C'est toi qui lance. Voilà, c'est moi qui commande. Donc voilà, le bon comportement. Écoutez, je suis quand même le plus ancien de la clinique. Le chiffre d'affaires, les patients, c'est moi qui les amène. Je commence vraiment à avoir ras-le-bol de ces affaires. Alors, attendez, monsieur Courage, ne partez pas. Moi, je suis désolée, je suis choquée par votre attitude, par les propos que vous tenez. Je me plie en 4, on fait toujours le maximum pour vous. C'est quand même vous qui êtes venu me chercher, vous m'avez recruté, donc on va trouver une solution. Il y a toujours une solution à un problème. Mais réagissez pas comme ça. Je vous connaissais pas comme ça, dites donc. Écoutez, il va falloir vous y faire. On va faire une réunion, on va se réunir avec les anesthésistes, les orthopédistes, et on va trouver une solution. Je vous le promets.
Bon, bah écoutez, je veux bien le prendre comme ça, et puis on va essayer de se réunir et de trouver effectivement une solution. Je suis d'accord. D'accord. Ça ne peut que marcher. Ça vous parle? Je crois qu'il y a quelques personnes du bloc ici, là, hein, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais... Alors, Je suis sûr que ça leur parle. on passe au vote. Là, on va vous demander quels sont les comportements constructifs, actifs, qui vont être exprimés par Madame Passif, la surveillante. Il y en a pas mal. C'est parti. Allez, 45 secondes. Mais c'est pas grave. C'est comme le bon vin, vous allez vous améliorer. Plus vous allez avancer, plus vous aurez la gymnastique. Terminé. Terminé. Exprimer ses émotions, créer des solutions, aller vers autrui. C'est absolument parfait. On pourrait même rajouter, analyser la situation. Alors ça va très vite. Et il y a un peu d'empathie quand même. Elle essaye de se mettre à sa place, parce que la demande n'est pas totalement illégitime quand même. Il a besoin d'opérer, il y a le stress, etc. Il faut tenir compte de ça. Donc elle essaye de se mettre à sa place et de dire, bon, ok, je propose une solution, il faut qu'on se réunisse. C'est-à-dire que le signal qu'elle envoie, c'est, stop, tu me cours pas sur les chines. Par contre, je te propose d'en reparler parce que je sais que ton problème est important et je ne le mets pas du tout de côté. Vous voyez, donc la notion d'empathie, c'est je me mets à la place de l'autre et j'essaye de construire. Super, bravo. Allez, une autre situation encore, Olivier. Alors, on va voir cette fois-ci une scène avec le... non, ça c'est déjà passé. On va voir une scène avec le directeur. Donc c'est le directeur de la clinique, Monsieur Détail, qui est très occupé sur son ordinateur. Il faut que j'appuie. Oui, il faut que tu... Donc le directeur, Monsieur Détail, et Monsieur Criffort, le chirurgien, doit s'y reprendre à 3 fois avant de rentrer dans son bureau. Et on va voir ce qui se passe. Monsieur le directeur, vous vouliez me voir? Ça fait un moment que je souhaite vous voir, effectivement. Attendez, là, vous arrêtez pas de nous espionner avec ce logiciel, c'est inadmissible. Moi, ça me va pas, là. Attendez, vous n'allez pas commencer à me parler comme ça. Vous me devez le respect, je suis quand même votre directeur. Il n'y a plus aucun respect dans ce bloc. D'une, vous n'avez pas de diplôme. De deux, vous partez dans 2 ans. Qu'est-ce que vous venez me faire chier, là? Vous me parlez de mes diplômes, de mon départ dans 2 ans, mais vous êtes où, là? Moi, avec mon logiciel, comme vous dites, j'ai quand même capacité à voir votre activité. Il y a quand même pas mal de choses à dire, si vous voulez bien m'écouter. Il y a toujours des problèmes matériels dans ce bloc. Ça va pas. En plus, j'ai jamais la salle qu'il me faut. Non, c'est inadmissible. De toute façon, j'ai su par les infirmières que vous étiez caractériel. Elles s'en plaignent. Je vous signale que le directeur régional est maintenant au courant. Le directeur régional, peu importe. À l'époque où les médecins dirigeaient les cliniques, ça se passait pas comme ça. Chaque fois, ça se passe comme ça avec lui. Je sais pas comment m'y prendre. J'ai l'impression que j'aurais peut-être dû commencer plus tranquillement à lui parler, mais j'y arrive pas. Je dois pas être un bon directeur. Alors, c'est pas un bon directeur parce que sur le début de la vidéo, si vous avez vu, il est en pyjama de bloc en dessous, il a une chemise au-dessus. Et il est 8h du soir. Ouais, quand même. Tenir compte du contexte. Ok. Alors, à vous de jouer maintenant. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Quel est le déclencheur? Quels sont le ou les déclencheurs à la fois au niveau du chirurgien et au niveau du directeur? Parce que là, on a un truc, ça monte en mayonnaise, on le sent bien, hein, et les deux s'y emploient activement. Donc, quels sont les déclencheurs qui sont mis en œuvre chez les uns et chez les autres? C'est parti. Allez, 45 secondes. Terminé. Ouais. Insensible. Effectivement, l'insensibilité, non-reconnaissance du travail. Il y en a un, le directeur, il fait ce qu'il peut.
hein, et le chirurgien pareil. Micromanager, ça c'est le surcontrôlant. Hein. On pourrait rajouter le perfectionniste, voilà, qui est au-dessous. Le cynisme, de la part du chirurgien, très très cynique. Vraiment, il attaque le directeur sur ses diplômes, il le dévalorise. Vous voyez, donc perfectionniste. On peut être perfectionniste, vous voyez, puis irriter les autres. C'est pas parce qu'on est super détaillé, c'est pas parce que voilà, ça peut être bien d'un côté, ça peut irriter les autres. Et le micromanager, c'est très important. Super, bravo là, il commence à y avoir du répondant. Du coup, on va regarder la bonne façon de faire. Alors, je crois que c'est moi qui contrôle. C'est toi, oui. Voilà, la bonne façon de faire. Donc... C'est bon, ça y est, tu arrives maintenant à bien oui, maîtriser. Oui, voilà. Je suis comme les gens de la salle, ils arrivent à bien voter et moi à bien maîtriser. Voilà, on progresse tous. Et là, on va regarder quels sont les comportements constructifs qui sont mis en œuvre. Il faut que j'appuie une fois, peut-être encore. Ouais. Ah oui, d'accord, c'est ça. Bonjour monsieur le directeur, vous voulez me voir? Oui, ça me fait plaisir de vous voir, je vous en prie, installez-vous. Ah merci. On va discuter un petit peu. Alors comment se passe votre intégration? L'intégration, ça se passe plutôt pas mal, hein. Je vais vous dire, je suis quand même assez content d'être arrivé ici, mais évidemment, il y a quand même des choses à améliorer. Et j'ai pas appris, alors quel était votre parcours en fait? Je pense que vous allez être étonné, parce qu'avant d'être directeur de clinique, j'étais dans l'aéronautique, et puis j'y ai travaillé 3 ans. Puis je ne sais pas comment dire, j'ai eu envie de changer de métier, alors je me suis destiné à la santé. J'ai dirigé plusieurs cliniques, Saint-Malo, Brest, Rennes, avant d'arriver ici au Havre, où j'avais envie de faire quelque chose. Ah bah c'est bien, ouais. Je vois que vous êtes fidèle à l'Ouest. Et alors quel était le motif de ce rendez-vous? Pour être honnête, le motif de ce rendez-vous, il y a quand même une baisse d'activité. Pas uniquement chez vous, je vous rassure. Il y a beaucoup de collègues qui ont baissé. Et cette baisse est tout de même préoccupante pour un directeur, pour la gestion, vous pouvez vous en rendre compte, vous pouvez imaginer. Oui, je comprends totalement. C'est vrai que c'est un problème assez complexe. Je suis assez inquiet de la baisse du tarif par ministère. En fait, c'est vrai que ça peut poser problème dans l'avenir. Et à votre idée, il y aurait des solutions que vous pourriez peut-être me proposer? C'est vrai qu'il y a des solutions, on en a discuté entre nous. Il pourrait y avoir des solutions déjà en améliorant le matériel. Et puis, ou en ouvrant d'autres salles, parce que c'est vrai que les consultations sont bondées en fait. Hein. Oui, écoutez, j'y travaille. L'investissement, l'amélioration du bloc opératoire des salles. Et je vous propose très prochainement de vous présenter mon plan, mon business plan, pour vous faire des propositions concrètes dans ce sens. Mais je pense que vous aviez d'autres choses à me dire ou... Non, il y avait autre chose dont je voulais vous parler. Est-ce que ce logiciel est vraiment indispensable? Parce qu'on a vraiment l'impression d'être fliqué. C'est vrai que c'est un petit peu pesant pour nous. Écoutez, ce logiciel, je l'utilise depuis des années, mais j'avais pas eu le sentiment que je pouvais être stressant, blessant pour des collègues comme vous, des chirurgiens. Et je me propose de faire attention et puis de l'utiliser peut-être en vous mettant un peu moins la pression. Ah, très bien, oui. Bon, on va voter une dernière fois. On va essayer de voir quels sont les comportements constructifs. C'est bon, Jocelyne? C'est bon. Allez, quels sont les comportements constructifs? Il y en a plusieurs. C'est l'occasion de vous entraîner. Terminé. Oui, aller vers autrui. Aller vers autrui, oui. L'empathie. Tout à fait, je me mets à sa place. Créer des solutions. Rester flexible, oui, c'est vrai. Il y a un moment donné, il faut faire avec. Vous n'avez pas mis exprimer ses émotions. C'est des choses importantes parce qu'à un moment donné, le chirurgien dit « moi, je suis inquiet ». Donc, il a exprimé, il dit « voilà, en fait, je ne vous convoque pas pour rien, c'est « je suis inquiet ». Et pareil pour le directeur, c'est « ah, je n'avais pas le sentiment d'être blessant ». Vous voyez, à un moment donné, il y a un échange d'expressions qui fait qu'il y a un niveau de compréhension qui n'est pas seulement intellectuel,
mais on parle de ce qu'on ressent. Et ça, vous verrez tout à l'heure, on aura peut-être un témoignage, c'est très important que les gens connectent non pas au niveau simplement de l'intellect, mais aussi au niveau de ce qui se passe dans le cœur, au niveau des émotions. C'est important de comprendre que le logiciel, le chirurgien se sent fliqué, et l'autre, il dit « Ah ben, j'avais pas la sensation de... » Vous voyez l'importance. S'il n'avait pas dit ça, le directeur, il aura continué son truc parce qu'il est dans son logiciel, il l'a déjà utilisé, ça marche, etc. D'où l'intérêt d'exprimer ses émotions. Hein, sinon, tout le reste, c'est super. Voilà. Voilà. Donc, on va arrêter là. On avait encore une vidéo, mais le temps tourne. Oui. Donc, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Vous voyez, dans chaque situation, on peut réagir différemment, se poser un certain nombre de questions et essayer de voir par rapport à sa personnalité, qu'est-ce qui va m'irriter plus, quelle est ma tendance naturelle en termes destructeur ou en termes constructeur, et en fonction de ça, je mets en place un plan personnel. Parce qu'il est évident, vous allez me dire, ouais, mais quand on a affaire à un tel ou un tel, avec lui, on ne peut jamais rien faire. Ça, et c'est OK, hein, je l'ai entendu souvent. Et bien justement, avec les gens avec qui on ne peut rien faire, la seule chose qu'on peut faire, c'est se changer soi. Et si vous faites un petit pas sur vous-même, ça peut enclencher une dynamique systémique, comme on a vu, pour aller plus loin. Alors du coup, je vais sauter la vidéo, là. On va passer directement... voilà. Là, on va passer. Ces vidéos seront sur le site. Voilà, on va pouvoir parce que la dernière était pas mal aussi. Les mettre. Voilà, on va aborder une partie un peu plus pratique. Hein. Là, c'est un peu de la théorico-pratique. On va aborder une partie pratique de témoignage. Hein. Et je vais demander à Olivier, finalement, qu'est-ce que toi, tu as vécu dans ta pratique ces derniers mois, ces dernières années, qui pourrait aider un peu tout le monde à dire, bah oui, c'est possible de passer de l'un à l'autre et de changer quelque chose. Déjà, ça va être quand même un témoignage dans la nuance. On t'entend pas là, je crois. Je crois qu'il marche pas celui-là. Un témoignage dans la nuance, parce que faut pas imaginer qu'après tous les problèmes sont résolus. Et puis on se change pas comme ça. Puis j'ai des témoins en plus qui diraient ouais, qu'est-ce qu'ils nous racontent. Donc honnêtement, il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup apporté, c'est l'écoute. Moi, je savais pas écouter. C'est un truc, je partais dans mes idées, tac tac. Et maintenant, je sais que c'est mon défaut, donc j'essaye déjà d'y faire attention. Et déjà rien qu'à écouter beaucoup ou un peu l'autre, ça change énormément. Ce que j'ai apprécié, je fais comme ça à chaud, hein, ce que j'ai trouvé comme intérêt dans cette collaboration, ça a été le parler vrai, de vraiment être soi-même, de pas raconter, de pas mettre un masque, de pas jouer un jeu. Ça, c'est sûr que de temps en temps, mais encore faut-il, pour enlever le masque, faut apprendre aussi à se connaître, qui on est. Alors, ça peut paraître un peu étonnant, mais tu en as pas beaucoup parlé de ça, mais pour bien réagir devant les autres, il faut savoir un peu comment on est fabriqué. Et ça, on ne prend plus le temps, on est tellement à fond, qu'on ne prend pas le temps de se poser un peu, puis de dire qui je suis, où je vais, ce qu'on a fait là en démarrant. Moi, j'ai appris, alors je vais me dévoiler, mais j'ai appris avec surprise que ma première qualité, point positif, c'était de savoir entraîner les gens, entraîner un groupe. Alors ça m'a pas beaucoup surpris. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que mon deuxième point, et ça je ne le savais pas, c'est pour ça que j'ai eu du mal sûrement dans ce métier, c'est que j'étais un artiste. Alors moi je savais pas, on m'avait jamais dit ça. Et ben maintenant, je comprends mieux que j'ai envie de faire le con quand j'opère. Je comprends mieux que j'aime bien faire un coup de chanson, tout ça, etc. Et apprendre à se connaître un peu, ben, ça aide aussi dans la vie, là, pour tomber les masques. Et puis, j'avais sûrement aussi une tendance, quand j'étais en face de quelqu'un, un défaut, de vouloir le séduire. Je vais le séduire, donc ça va bien se passer. Et ça, on se rend compte très vite qu'on ne fait rien de solide là-dessus. Donc ça, tu me l'avais bien enseigné. Il y avait une autre diapo pour m'aider derrière, je crois. Ah oui, alors ça, c'est de la technique. De la technique, tu m'as appris de communication. J'ai géré un conflit important avec les anesthésistes. J'étais pas loin presque de me faire sortir de la clinique il y a 2-3 ans. À cause de ça, à cause de tensions qui étaient devenues énormes. Et la technique, dans ce cas-là, pour préparer une réunion,
bah, ça aide. C'est-à-dire que tu m'as fait travailler une réunion qu'on a travaillée à l'avance. Déjà, moi, c'est un truc que je faisais jamais. J'arrive dans une réunion, salut, ça va, machin, et puis je me dis, je vais me débrouiller sur place. Alors ça, j'ai compris qu'il fallait peut-être plus trop faire ça. Et d'avoir de la technique dans la communication. Respecter l'autre en face. Son comportement m'énerve, mais c'est pas pour ça que c'est un abruti. Et les jugements de valeur, ça, je crois que tu l'as bien dit, à partir du moment où celui qui est en face, il ressent ça, eh ben, c'est pas du tout la même. Et il faut lui dire, alors, décrire des situations objectives, dire, écoute, tes retards ou le fait de jamais être en salle, ça, c'est des choses objectives qu'on a le droit de se dire. Et on dit, ça ne retire rien à tes qualités d'anesthésiste ou autre. Là, c'était de la description. Exprimer ses émotions, tu me l'as appris. Alors, vous voyez, je me rappelle naturellement, quasiment. Exprimer ses émotions, c'est dire, bah, écoute, ça crée chez moi une tension. Ce qui fait qu'à la limite, je peux m'énerver. Qui fait qu'à la limite, je vais opérer moins bien. Qui fait que ci, que ça. Et ça, on a le droit de le dire. L'autre, il peut l'entendre. Et pas de problème. Ensuite, il faut faire une synthèse. Hein, on est donc une synthèse pour essayer de faire... Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire tous les deux? Ou face à un groupe, comment est-ce qu'on va faire? Et à partir de ça, si vous avez ce genre de plan de communication, ça ne marche pas à tous les coups. Il faut quand même que quelqu'un, celui d'en face, fasse aussi un pas vers nous. Hein. Si on est vraiment sur un mur, on ne peut pas résoudre toutes les situations. Mais j'ai eu beaucoup de surprises de voir que ça marchait, que ça fonctionnait bien. Il y a un truc aussi qui est amusant. C'est toutes ces petites études qu'on fait comme ça, et ben c'est de repérer les personnalités des autres. Et de se dire, moi j'ai appris beaucoup, notamment dans l'association, on est 5, c'est de se dire, celui-là il n'est pas comme moi, mais je ne vais pas l'obliger à devenir comme moi. Et là, à partir de là, s'il y en a un qui est plutôt tableur Excel, eh ben, on lui fait dans le groupe gérer la comptabilité de la société ou de l'association. Puis il est super content de faire ça. Et il ne faut pas le donner à quelqu'un qui est artistique, ça ne va pas marcher. De repérer les personnalités des autres et puis de savoir les placer aux bons endroits. Et puis du coup, on a une association qui est devenue incroyablement harmonieuse alors qu'on était un peu, il y a une fusion de 2 cliniques. On était un peu sac de sable et pétard. Alors, il y a eu plein d'exemples dans la SFA aussi. Un exemple juste mais je vais aller vite. J'étais très impressionné par certaines personnalités. On va rigoler un peu. À l'EITS, à l'IRCAD, Maresco, je me retrouve en face de lui pour négocier les prix. Je me sentais comme un petit gamin en caleçon. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'impressionne, ce mec, il sait y faire, donc il fait tout pour vous impressionner, pour vous ressortir de là en disant finalement c'est pas cher. Et puis vous entriez dans le bureau pour l'engueuler et vous ressortiez en disant c'est pas cher. Et on a travaillé là-dessus, on a essayé de comprendre pourquoi j'avais ce comportement. Et finalement, les 2 autres réunions avec lui, ça n'a pas du tout été pareil. Alors on a payé le même prix quand même. Mais au moins, je suis sorti un peu plus fier que d'habitude. Thierry, tu voulais réagir là peut-être sur à chaud? J'ai eu la chance de pouvoir quitter un établissement et d'aller dans un autre. Et je me suis dit, dans l'autre, je vais tout faire pour qu'il n'y ait pas les conflits du premier. Eh bien, il y a un mot là, c'est l'empathie. Imaginez, vous êtes en voiture, vous avez un vélo devant vous, c'est votre directrice, vous rentrez dedans, c'est votre fille, vous gardez la distance. Et vous la respectez. Et bien c'est pareil, il faut faire comme si l'autre, c'était votre fille. Si tu veux discuter avec quelqu'un et que tu commences par lui filer une claque, tu ne vas pas lui demander de t'embrasser dans la seconde. Hein. Là, le rapport est terminé. Et donc l'empathie, c'est de se mettre à la place de l'autre et de le valoriser. Et on ne peut pas demander, comme dit Olivier, il y a quelqu'un qui court le 100 mètres en 1 minute, de le courir en 10 secondes comme tout le monde. Il faut lui donner la valeur la chance de sa valeur. Et là, c'est le valoriser. Et la troisième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait des règles bien définies, qu'il y ait un cadre que tout le monde accepte. À partir du moment où il y a une rigueur de règles, où les protocoles sont définis, tout le monde est à sa place, et tout le monde est content et ça valorise tout le monde, et à tous les étages. Et à partir du moment où c'est bien réglé, c'est vraiment un bonheur. Ok, super. Et je trouve que Thierry, il est bon parce que il y a une demi-heure, il ne savait pas qu'il allait faire ça.
Ouais, c'est un peu ça le parler vrai aussi, c'est qu'à un moment donné, on arrive, on n'est pas donneur de leçons, on partage des expériences. Comme tu le disais, c'est pas des trucs, voilà, je vais rentrer, je vais mettre en place et puis tout va s'arranger, ça va devenir idyllique. C'est juste à un moment donné, chacun de nous, moi, Olivier, Thierry, n'importe qui d'entre vous, parce que moi aussi je suis confronté, j'accompagne des équipes, j'ai une vie de famille, j'ai une vie associative, j'ai mes clients, etc. Et moi aussi je suis confronté aux mêmes choses. Mais à un moment donné, si je prends la décision de faire différemment, eh bien, ça va faire bouger les lignes. Je ne sais pas comment, ça va me faire bouger les lignes. Ça ne veut pas dire que ça va réussir tout le temps. Ça peut échouer, ça peut réussir, voilà. Mais au moins on aura fait quelque chose. On pourra se regarder dans la glace et être authentique. Se voir dans la glace et dire, tiens, je suis comme ça. Oui, c'est vraiment comme ça que je suis. Super. Notion d'empathie, vous comprenez ce terme empathique, hein, quand on regarde l'étymologie, l'empathie, c'est vraiment se mettre à la place de l'autre. Moi, l'image que je donne toujours, c'est savoir se mettre dans les chaussures de l'autre, mais sans en prendre les ampoules. Se mettre dans les chaussures de l'autre sans en prendre les ampoules. Ça veut dire quoi? C'est le contraire, enfin c'est différent de la sympathie. Sympathéos, en grec, ça veut dire souffrir avec. C'est-à-dire, je ne souffre pas, je ne prends pas son poids à lui, son fardeau, sinon si je prends le fardeau de tout le monde, je croule. Mais au moins, je me mets à la place de l'autre pour essayer de comprendre ce qu'il vit. Et là, il y a une image qui est très importante. Certains d'entre vous la connaissent, je vais vous la montrer. Pour ceux qui la connaissent, je vous demande de rien dire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous me dites juste ce que vous voyez sur l'image. Et vous allez voir, on va faire un petit test qui est très instructif. L'image de droite, là. Qu'est-ce que vous voyez? Allez-y, on n'est pas nombreux. Vous vous levez, vous criez, vous dites « je vois ». Moi, je vois une jeune femme avec un chapeau, avec une plume. Tu vois une jeune femme avec un chapeau. Qui voit une jeune femme avec un chapeau? OK. Qui voit autre chose? Qu'est-ce que vous voyez? Une vieille femme, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui voient des vieilles femmes et d'autres qui voient une jeune femme. Pourtant, il y a combien de photos, là? Il n'y en a qu'une. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une même situation, quelle qu'elle soit, factuelle, une image, il n'y a rien de plus factuel. C'est une image plane, en 2D, sur une situation factuelle. Bon, c'est ce qu'on appelle l'image de Boring, c'est des images qui sont connues, que certains connaissent parmi vous. Mais sur une même image, on peut avoir des visions différentes. Ça veut dire que dans une même situation, on peut voir la situation d'un autre point de vue. Vous parlez à un Suisse, vous arrivez 1 minute en retard, il est hors de lui. Parce que sa représentation, c'est 9h, on commence à l'heure. Je suis allé souvent au Portugal, je me souviens d'une histoire, j'avais rendez-vous avec un responsable local et il me dit « écoute, je passe te prendre à 19h ». Alors moi, en bon français, j'arrive à 19h02. 19h02, personne, 5 personnes, 15 personnes. Le type, il se pointe à 8h, 1 heure en retard. Tout content, ça va, on y va, on sort et tout. Mais il dit rien, je me dis « mais quel mufle et tout ». Je lui dis « mais tu sais, on n'avait pas rendez-vous à 19h ». Il me dit « ouais, mais tu sais, chez nous, c'est… » Voilà. Donc, deux cultures, le Suisse est à l'heure et l'autre c'est 1 heure en retard. C'est la même chose, il n'y a pas un qui est de plus de mauvaise foi que l'autre, sauf qu'à un moment donné, eh bien, il faut partager ses représentations, c'est l'objet de la régulation. Et ça, c'est l'élément clé d'un travail d'équipe, c'est à un moment donné, chaque équipe doit réguler, c'est-à-dire relever la tension et partager les représentations. Comment tu vois la situation qu'on vit? Une équipe de direction, je prends par exemple, quand je les accompagne, il y a un changement le siège international a décidé une restructuration. Comment vous voyez les choses? Il y en a un qui va dire moi, cool, j'ai vécu 10 restructurations, c'est ma 11e, il est très tranquille. Et l'autre, il est mort de peur, c'est sa première. Même situation, vision différente, nécessité de réguler, de partager ses représentations. Et ça, c'est vraiment une compétence qui s'apprend en équipe. Voilà, alors en guise de conclusion, rapidement, parce qu'il nous reste 5 petites minutes à peine, même pas. Donc on ne va pas allonger, il y a le cocktail, c'est la fin. En guise de conclusion, ce que j'aimerais, c'est déjà de vous proposer 2 citations du sondage, parce que je pense que c'est représentatif de ce qu'il est possible de faire, que des gens font. S'ils l'ont marqué dans le sondage, c'est que c'est possible. Et je pense que cette personne-là, eh bien, elle a tout compris. Elle a commencé à travailler avec elle-même. Alors bien sûr, vous allez me dire, elle travaille dans un établissement favorable. Oui, certes, mais elle a personnellement, elle, fait ce qu'il fallait pour regarder d'une situation peut-être difficile quelque chose de beau, comme on a vu l'image du glacier tout à l'heure. Donc, elle a commencé par travailler sur elle-même, elle s'est fondue dans un établissement
Et si tout le monde commence comme ça, il y a une amélioration qui peut se produire. Et très souvent, les solutions sont au sein de l'équipe. Ça, c'est vraiment des gens de clinique qui ont répondu, ou d'hôpital. Donc les solutions sont dans l'équipe, il faut les faire émerger, il faut donner la parole, etc. Un autre témoignage, pareil aussi, sur des gens qui ont déjà naturellement plus ou moins des bonnes attitudes. Ce que j'ai modélisé tout à l'heure, les comportements constructifs, destructifs, etc., ça permet de théoriser, ça permet de caler les choses, ça permet de mieux se connaître, comment on réagit dans les conflits, etc., quels sont nos talents, nos points forts, mais il y a déjà beaucoup de choses naturelles en vous. Voilà, alors deux ou trois pistes que je voudrais vous donner. La première piste, c'est de dire que chaque personnalité est vraiment unique, hein, et la génétique nous le montre bien. Et il faut vraiment commencer par soi. Le message clé qu'on voudrait faire passer, c'est ne pas s'isoler, ne pas se centrer sur toi, ne pas se replier dans son coin, parce que tout est une affaire de comportement. Et la seule personne que vous pouvez réellement changer, c'est qui ? C'est vous-même, c'est moi. Hein. Moi, pendant des années, je suis marié depuis 28 ans, j'ai essayé au début de notre mariage de changer ma femme, j'y suis pas arrivé, donc je me suis dit, je vais plutôt faire le pas. Et en faisant certains pas, je me suis aperçu qu'elle en faisait aussi. Et c'est comme ça que les choses se construisent. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, mais voilà. La seule personne qu'on peut changer, c'est nous-mêmes, et c'est par nous qu'il faut commencer. Deuxième chose, c'est très important de distinguer comment moi je réagis en situation de conflit. Et quand il y a un conflit sur un sujet, on n'attaque jamais la personne. Ce n'est pas l'autre qui est un imbécile, c'est l'autre qui a un comportement qui est stupide, l'autre a un comportement déplacé, l'autre a un comportement manquant de respect, il a un comportement insultant. Mais c'est différent d'attaquer la personne. Tu es toujours comme ça, tu es jamais comme si, Voilà, on attaque la personne en face se sent attaquée, elle va réagir par ses comportements destructeurs naturels. Donc bien distinguer personne et comportement. Troisième piste, je vous l'ai déjà mis, bien penser, est-ce que l'autre voit vraiment la même chose que moi ? Ou en d'autres termes, est-ce que je vois la même chose que l'autre ? Regardez cette image-là. Hein, c'est une histoire de crapaud. Hein, vous savez, le mythe du crapaud, le prince qui s'est changé en crapaud. On est un peu comme ça tous. On a des princes en nous, c'est-à-dire qu'on a des qualités, Olivier en a parlé tout à l'heure. On a des belles qualités chacun en nous, et l'autre avec qui vous êtes en conflit a des belles qualités. Sauf que si vous ne regardez pas au-delà du crapaud, vous ne pouvez pas voir le prince. Et puis, au fait, est-ce qu'on est vraiment sûr de voir la même chose ? Parce qu'imaginez la même photo, regardez, on lui imprime une petite rotation. Qu'est-ce que vous voyez maintenant ? Qu'est-ce que vous voyez ? Oui, c'est la même photo, j'ai juste tourné de 90. Donc parfois, dans un conflit, il suffit de recadrer les choses, il suffit de décaler un peu la personne, lui dire « Hey, regarde, on tourne de 90, et voilà en fait ce qui se passe réellement. » Et souvent, pas toujours, mais souvent, les choses peuvent s'apaiser. Parce qu'encore une fois, on a des personnalités différentes et on ne voit pas la même chose. Voilà. Et donc, dans notre première vidéo, j'en reviens tout à l'heure, peut-être que les deux voyaient des choses différentes. Et ils se sont parlé. Ça ne va pas tout régler d'un coup, mais c'est une voie pour envisager quelque chose de meilleur. Et enfin, je vous ai parlé tout à l'heure de la régulation. La régulation, c'est quoi ? C'est des personnalités uniques qui se rencontrent dans une équipe. Il y a des tensions, des frictions, et on est dans une cocotte minute. Et finalement, un bloc opératoire, un service médical, un comité de direction, c'est quoi ? C'est une cocotte minute soumise à des pressions. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, sur le haut de la cocotte minute, vous savez, il y a le petit bitonio. Et de temps en temps, il faut savoir lever la vapeur, la pression. Et c'est ça la régulation. C'est qu'à un moment donné, on fait stop dans une équipe, on dit on arrête de parler technique, on parle de notre relation. Comment on fait ? Alors, ce n'est pas facile de ça. C'est pour ça que parfois, il faut se faire accompagner quand les choses sont trop tendues. Mais c'est important que la pression sorte parce que sinon, il peut arriver des catastrophes. Et moi, personnellement, dans mon milieu, j'ai plein de copains vétos qui se sont associés, grosse structure, à 5-6 associés, qui ont explosé en route parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas su réguler. Et ça me désole toujours parce que, quand on monte une belle structure et que ça ne marche pas, c'est toujours un sentiment d'échec. Alors, je reviens à mon défi tout à l'heure. Quelle est la clé pratique ? Pierre. J'ai fini. 5 minutes. J'ai fini. Non, mais j'ai 1 minute. Je reviens à mon défi, c'est qu'est-ce que vous allez choisir ? Est-ce que vous allez choisir une clé qui va vous aider ? Ou est-ce que vous allez décider de faire finalement comme d'habitude ? Et puis, repartir de là avec peut-être rien du tout. À vous de choisir sur laquelle vous voulez cliquer.
En tout cas, je vous remercie. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche. Grand merci, Pierre. Merci Pierre.